Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 8, le suivi de votre préparation. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai parcours du combattant en fait. La préparation au concours de professeur de sport. Bonjour, oui, un vrai défi. On a devant nous une pile de documents. Des guides, des comptes rendus, des fiches sur les épreuves. Notre but, c'est de décortiquer tout ça pour en extraire une vraie stratégie, un plan d'attaque. Exactement. L'idée, c'est pas juste de faire une liste de conseils, mais de bâtir une feuille de route complète. On va regarder la mentalité, l'organisation, puis le cœur du sujet, les épreuves. Et on finira par les astuces de ceux qui ont déjà réussi. Ça, une immersion complète dans la mécanique du concours. Parfait. Alors commençons par les fondations, l'état d'esprit. Un des documents, conseils généraux, dit une chose qui m'a marqué. Il n'y a pas de méthode miracle, mais votre méthode. C'est le point de départ et il est crucial. Le message, c'est « ne soyez pas un robot ». Le document parle même de 4 piliers de la réussite. Ah oui, lesquels ? Alors il y a les facultés personnelles, bien sûr, le travail, l'organisation et la chance. Attendez, la chance. Ça me surprend de voir ça dans un guide de préparation. C'est un peu fataliste, non ? On ne contrôle pas la chance. Ah, c'est une excellente question. Et en fait, c'est là que c'est subtil. La chance ici, c'est pas le loto. C'est plutôt la capacité à minimiser les risques de malchance. D'accord, je vois. Prévoir 3 stylos le jour J au cas où, repérer le trajet la veille, ça c'est provoquer la chance. En fait, le document dit « Identifiez vos points faibles dès le début, une mauvaise écriture, une culture sportive un peu juste, et travaillez dessus ». La chance, au final, c'est ce qui reste quand on a tout préparé. C'est une vision très pragmatique, en fait. Et ça fait le lien avec les notes des réunions avec un certain Florent, un des formateurs. Lui, il rend tout ça très concret. Oui, il parle de choses simples mais essentielles. Définir un espace de travail dédié, fixer un planning et, point intéressant, en parler à son entourage. Pourquoi c'est si important d'en parler autour de soi ? Pour sanctuariser son temps de préparation, comme il le dit. Quand la famille et les amis sont au courant, ça crée une sorte d'engagement public. Ça met une pression saine. Je comprends. Et Florent insiste beaucoup là-dessus. Le parcours aura des hauts et des bas, c'est normal. La clé, c'est de tenir la distance. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut rester discipliné, même quand la motivation flanche. Un marathonien a besoin d'une bonne préparation logistique. Et là, les documents deviennent très terre-à-terre. 2 noms reviennent tout le temps, JS World et Cyclades. C'est ça. C'est le squelette administratif de la préparation. JS World, c'est la plateforme de formation. La salle de classe, virtuelle, en quelque sorte. Avec les cours, les conseils. Voilà. Et Cyclades, c'est le versant officiel. L'inscription, le dépôt des documents. Et là, attention, la rigueur est absolue. Les documents insistent sur une date limite, le 6 novembre, un fichier mal nommé, un PDF qui n'est pas unique, et c'est l'élimination. C'est la première épreuve non écrite du concours, en fait. C'est tout à fait ça. Autre point d'organisation qui m'a l'air nouveau, les groupes de travail par région. On sort un peu de l'image du candidat seul face à sa montagne de fiches. Oui, c'est une approche plus collaborative, des petits groupes de 3 à 9 personnes, avec un coach. L'objectif est double. Créer un réseau de soutien pour lutter contre l'isolement Ce qui doit être crucial. et, très pragmatiquement, faciliter les entraînements en présentiel pour les épreuves orales. C'est très difficile de se préparer à un oral tout seul. Clairement. Et pour s'ancrer dans le réel, les documents insistent aussi beaucoup sur les visites en structure. On voit plein de sigles, CRPS, DRAGE. C'est un élément clé pour comprendre le métier de l'intérieur. On encourage les candidats à aller sur le terrain, à rencontrer des professeurs de sport en poste. Pour voir à quoi ressemble vraiment le quotidien. Exactement. Comprendre la culture, le langage,
les contraintes. Un candidat qui peut dire en entretien « Lors de ma visite au Krebs de Bordeaux, j'ai constaté que… » Il a une crédibilité qui change tout. Il n'est plus juste dans la théorie. On sent bien l'idée de professionnaliser la préparation. Bon, on a l'état d'esprit, on a la logistique. Maintenant, attaquons-nous au cœur de la bataille, les épreuves. On entre dans le dur. 2 épreuves écrites de 4 heures. 4 heures chacune. Oui. La première, c'est la note stratégique. On donne un dossier au candidat et il doit analyser, synthétiser et faire des préconisations. C'est un exercice de futur cadre. Et la deuxième? Le projet. Là, on est plus dans l'action. On demande d'élaborer un plan d'entraînement, un projet de développement. C'est moins une analyse qu'une démonstration de sa capacité à construire quelque chose de concret. Ce qui me frappe dans les conseils du formateur, c'est quand il dit que la structure et la complétude de la copie sont parfois plus importantes que le contenu lui-même. Ça me paraît fou, hein. Ça peut sembler contre-intuitif, oui. Mais il faut se mettre à la place du correcteur qui lit des centaines de copies. Une copie bien structurée, aérée, avec une intro et une conclusion claire, c'est une copie qui respecte son lecteur. D'accord. Ça montre un esprit organisé. Avant même de juger le fond, le correcteur évalue la capacité à produire un document de travail efficace. D'où l'insistance sur les écrits blancs, les entraînements. Il y a un mot qui revient sans cesse, c'est la posture. Adopter la posture d'un futur fonctionnaire. Ça veut dire quoi exactement? Il faut rentrer dans un moule. C'est plus subtil que ça. Ce n'est pas renier sa personnalité, c'est comprendre le cadre. Ça implique un équilibre entre 2 choses, le devoir de réserve et l'esprit critique. Qui peuvent sembler contradictoires. Oui, devoir de réserve car on représente l'État. C'est pour ça que les documents conseillent de s'appuyer sur des sources factuelles du ministère et pas sur des articles d'opinion. Mais aussi esprit critique car le rôle d'un cadre, c'est de conseiller sa hiérarchie, de proposer des améliorations. La posture, c'est trouver ce juste milieu. C'est une nuance fondamentale. Et pour les oraux alors? 3 épreuves. Un oral d'anglais, où chaque point compte, une épreuve d'analyse vidéo pour tester l'expertise technique, et puis le grand oral, l'entretien final. Qui s'appuie, si j'ai bien lu, sur un rapport de 12 pages que le candidat doit rédiger avant. C'est énorme. C'est une épreuve en soi. C'est un test de la capacité à analyser son propre parcours, à le mettre en perspective, à le lier à un projet professionnel solide. Donc ce n'est pas juste un support pour la discussion. Non, c'est les deux. C'est une épreuve de clarté rédactionnelle, et ensuite, ce rapport devient le point de départ de la conversation avec le jury. C'est là que la personnalité, la motivation et cette fameuse posture sont vraiment évaluées. On a donc tout le parcours. Il nous reste la dernière ligne droite. Et là, on a un document génial, un compte-rendu avec des lauréats. Leur premier conseil est d'une simplicité. Arriver en forme le jour J. Exactement. Ça paraît évident, mais... Mais après des mois de travail acharné, beaucoup arrivent complètement épuisés. Et une épreuve de 4 heures, c'est un effort physique. Le cerveau pompe une énergie folle. Arriver reposé, c'est déjà un avantage. Et les autres conseils sont d'une précision quasi militaire. Un lauréat, Xavier, détaille sa logistique, repérer les lieux la veille, prévoir plein de stylos, en précisant que les stylos effaçables peuvent être interdits à cause des scanners. C'est le genre de détail qui peut tout changer. C'est ça, éliminer toutes les sources de stress inutiles pour se concentrer à 100% sur le sujet. Il y a aussi le témoignage d'Aurore, une autre lauréate. Elle raconte qu'elle répétait son introduction tous les jours. C'est un rituel pour se mettre en confiance, pour que les premières minutes de l'épreuve soient une certitude. C'est une technique de pro. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne parle quasiment plus de sport. On est dans la pure gestion mentale. Comme le conseil de ne pas discuter du premier écrit avant de passer le second. Ah, ça, c'est essentiel. C'est le meilleur moyen de se déstabiliser, de douter. Il faut rester dans sa bulle. Les conseils vont loin, hein. Faire des micro-pauses, consacrer les 15 dernières minutes à la relecture quoi qu'il arrive, utiliser des couleurs pour aérer la copie aussi. Oui, un détail qui peut faire la différence pour un correcteur fatigué. Ou encore, préparer une trame d'introduction adaptable. C'est ça, automatiser une partie du travail pour libérer de l'énergie pour le plus important, l'analyse du sujet. Tous ces conseils le confirment. Le concours teste autant la méthode et la rigueur que le savoir pur. Alors, si on essaye de synthétiser, la préparation à ce concours, c'est bien plus qu'une simple révision. C'est un vrai projet de transformation de soi qui demande une discipline, une stratégie et une immersion dans la culture de la fonction publique. Oui,
La grande leçon, c'est que la réussite est systémique. Elle ne dépend pas d'une seule compétence, mais de la capacité à construire et à suivre son propre système de travail, de la planification à la gestion du stress le jour J. C'est un apprentissage de la méthode. Et pour conclure, une dernière réflexion qui me vient, tous ces documents insistent sur cette posture de fonctionnaire, ce mélange de réserve et d'esprit critique. Mais comment on concilie ça avec le rôle d'un prof de sport, d'un coach qui est souvent un rôle public, un rôle de passion où il faut motiver, s'engager? C'est une question passionnante sur l'identité même de ce métier, au croisement entre l'engagement et la neutralité de l'État.